Les mots claquèrent à travers le hall vitré de Cartier et Valois Technologies, exactement à 8h17 du matin, assez tranchant pour interrompre toutes les conversations, chaque carillon d'ascenseur, chaque cliquetis de talons sur le marbre. Antoine Lefebvre se tenait juste à l'intérieur des portes tournantes, la pluie dégoulinant des épaules de sa veste marine délavée. Une main serrait encore un petit sachet de pharmacie en papier, l'autre pressait la sangle de son vieux sac isotherme. Il avait 38 ans, était père célibataire, et appartenait à cette catégorie d'hommes que l'on ne remarque que lorsqu'il y a quelque chose à réparer. Derrière le comptoir d'accueil, quelqu'un baissa les yeux. Près du portique de sécurité, deux jeunes analystes cessèrent de faire semblant de ne pas regarder. Et au centre de tout cela se tenait Élise Beaumont, directrice générale, 34 ans, polie comme l'acier, belle de cette beauté de l'hiver, nette, froide, impossible à contredire. Olivier Marchand, son directeur des opérations, se pencha assez près pour que les employés alentour entendent. Troisième fois ce trimestre, dit-il d'une voix lisse, chargée d'une inquiétude bien travaillée. Les gens continuent de lui faire des exceptions parce qu'il a une histoire triste. Antoine le regarda, puis se tourna vers Élise. Il n'éleva pas la voix. Il ne se défendit pas avec colère. Il dit seulement « Ma fille n'arrivait plus à respirer ce matin. » Quelques visages changèrent. Une femme près du bar à café porta la main à sa bouche. Mais Élise jeta un coup d'œil à la montre en argent à son poignet, comme si le temps lui-même réclamait justice. Cette entreprise fonctionne sur la discipline, pas sur les excuses. Antoine avala une fois. Le sachet de pharmacie craqua dans sa main. À l'intérieur se trouvait un inhalateur de secours pour Léa, sa fille de 8 ans. La petite qui s'était réveillée avant l'aube en haletant près d'un radiateur à moitié défaillant dans leur petit appartement, à 3 kilomètres de la Seine. Il l'avait portée jusqu'à la clinique sous la pluie. Il avait attendu pendant que l'infirmière auscultait ses poumons. Il avait couru à la pharmacie, puis traversé la ville avec les essuie-glaces qui luttaient contre une tempête déterminée à le ralentir. Il avait quand même essayé d'arriver à l'heure. C'était la part que personne ne voyait. C'était souvent la part que personne ne voyait chez les hommes comme Antoine Lefebvre. On voyait le badge pointé en retard, pas l'enfant qui avait besoin de lui. On voyait la veste mouillée, pas le père qui avait donné la sienne, sèche, à sa fille dans la voiture. On voyait un badge de maintenance accroché à une chemise fatiguée, et l'on décidait que l'homme tout entier pouvait se mesurer à cela. Olivier croisa les bras. La direction doit envoyer un message. Les yeux d'Élise restèrent fixés sur Antoine. Considérez que c'est celui-là. Le hall devint silencieux d'une façon qui n'avait rien de paisible. C'était le silence d'une pièce qui retenait son souffle pendant que la dignité était mise à l'épreuve. Antoine regarda un instant par-delà elle, vers les hautes fenêtres où la pluie glissait en lignes d'argent. Puis il hocha lentement la tête. Je comprends. Élise sembla presque agacée par son calme. Des jocons. Les ressources humaines traiteront votre solde de tout compte. Il esquisse un petit sourire las, sans amertume. J'espère que vous n'aurez jamais à choisir entre une horloge et quelqu'un que vous aimez. Personne ne bougea. Même l'expression d'Olivier vacilla un instant. Antoine se tourna vers le couloir de service, passant devant les mêmes employés dont il avait réparé les bureaux, remplacé les ampoules, dépanné les batteries de voitures mortes après la tombée de la nuit sans jamais demander un centime. Ses bottes laissèrent derrière lui de légères traces humides, preuve discrète qu'il avait été là. Dans son casier, il trouva le dessin de Léa collé à l'intérieur de la porte. Un croquis maladroit de lui tenant une boîte à outils sous un soleil jaune. En haut, au crayon de couleur violet, elle avait écrit « Mon papa répare les choses cassées ». Antoine le plia soigneusement et le glissa dans son sac isotherme, à côté d'un sandwich qu'il ne pourrait plus goûter. Dehors, la pluie s'était adoucie en brume. Il traversa seul le parking du personnel, monta dans sa vieille camionnette bleue et resta un moment les deux mains sur le volant. Il ne savait pas que, 40 mètres derrière lui, la caméra de sécurité au-dessus du portail d'entrée avait tout enregistré de ce qu'il avait fait avant d'entrer dans le hall. Elle avait filmé l'instant où il s'était arrêté sous la pluie quand le vieux monsieur Benoît, le gardien de nuit, avait glissé près du trottoir.
Elle avait filmé Antoine lâchant son sac, soulevant délicatement le vieil homme jusqu'à un banc, l'enveloppant dans sa propre veste et appelant à l'aide avant même de franchir ses portes. Elle avait filmé la miséricorde avant le retard. Mais à 9 heures, Olivier Marchand avait déjà coupé ses minutes du rapport qu'Élise Beaumont allait lire. La vieille camionnette bleue toussa une fois avant que le moteur ne prenne, et Antoine resta assis plus longtemps qu'il n'aurait dû, écoutant le tic-tac doux de l'horloge du tableau de bord. 8h52. À cette heure-là, il aurait normalement vérifié les aérations du deuxième étage, remplacé les ampoules grillées, nettoyé la cage d'escalier Est, où quelqu'un renversait toujours du café sans jamais l'avouer. À la place, son badge de travail reposait sur le siège passager comme un objet qui ne lui appartenait plus. Il le prit, le tourna une fois entre ses doigts, puis le rangea dans la boîte à gants, à côté d'une carte grise expirée et d'une photo de Léa le jour de sa rentrée en CE1. Sur cette photo, son sourire manquait une dent de devant. Son cartable violet paraissait trop grand pour ses épaules. Antoine referma doucement la boîte à gants, comme si le bruit pouvait briser ce qui lui restait de force. Le trajet jusqu'à chez lui dura 20 minutes à travers des rues mouillées et un trafic gris du matin. Il passa devant la clinique où il avait tenu Léa contre sa poitrine pendant qu'elle luttait pour respirer. Il passa devant la pharmacie où il avait payé 25 € et quelques centimes pour l'inhalateur de secours, en comptant les billets et les pièces sous le regard fatigué mais patient d'une caissière qui le connaissait par son prénom. Il passa devant le panneau de l'église, rue des Peupliers, qui disait « La grâce reste grâce même sous la pluie ». Il faillit en rire. Presque. Leur appartement se trouvait au-dessus d'un salon de coiffure fermé, à la lisière d'un quartier de banlieue près de la Seine, un endroit étroit avec un radiateur bruyant, des murs fins et des fenêtres qui tremblaient chaque fois qu'un camion passait. Antoine se gara derrière l'immeuble et monta les escaliers sans bruit, espérant que Léa dormait encore. Mais avant d'atteindre le dernier palier, la porte s'ouvrit. Léa Lefebvre se tenait là en chaussettes roses, enveloppée dans la couverture jaune que sa mère avait cousue avant l'hôpital, des années plus tôt. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient assez fort pour lui faire mal. « Papa » demanda-t-elle. « Pourquoi tu es rentré ?» Antoine sourit avant d'être prêt. C'est ce que font les pères. Ils construisent des toits avec des sourires quand le ciel entier s'effondre. J'ai voulu prendre des nouvelles de ma meilleure fille. Elle regarda le sachet de pharmacie dans sa main, puis son sac isotherme vide, puis la façon prudente dont il évitait sa question. Les enfants remarquent dans ce que les adultes tentent de cacher. Il s'est passé quelque chose de mauvais au travail ? Antoine entra, accrocha sa veste humide au dossier d'une chaise et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Rien qu'on ne puisse surmonter. Ce n'est pas un non. Il laissa échapper un petit souffle, moitié fierté, moitié chagrin. Tu deviens trop maligne pour moi. Léa toucha la manche de sa chemise où la pluie avait séché en taches irrégulières. Ils se sont fâchés à cause de moi ? La question arriva doucement, mais elle trancha profond. Antoine prit ses petites mains dans les siennes. Non, mon cœur. Écoute-moi bien. Tu n'es jamais la raison pour laquelle quelque chose va mal. Tu es la raison pour laquelle je continue de faire ce qui est juste. Son menton trembla, et il la serra contre lui, avec précaution pour ne pas trop serrer. L'appartement sentait le sirop contre la toux, le pain grillé et le vieux produit nettoyant au pain. Dehors, l'eau de pluie frappait l'escalier de secours en gouttes lentes et irrégulières. Il prépara une soupe de poulet en boîte, ajouta des crackers en plus parce que Léa aimait les voir flotter dessus, et fit semblant que la journée était ordinaire. Il répara le fil desserré de sa veilleuse en forme de lune. Il rit quand elle dit que la soupe avait un goût de jaune chaud. Il la laissa dessiner un autre dessin pendant qu'il lavait de la vaisselle qu'il avait déjà lavée le matin. Mais quand Léa s'endormit enfin sur le canapé, une main refermée sur son inhalateur, Antoine s'assit à la table de la cuisine et ouvrit le dossier qu'il gardait sous l'annuaire. Loyer à payer dans 6 jours. Facture d'électricité en retard de 11. Solde de la clinique. 143 €. Estimation de la nouvelle ordonnance, plus que ce qu'il avait sur son compte. Il appuya le talon de sa main contre ses yeux et resta ainsi jusqu'à ce que la pièce devienne assez silencieuse pour qu'il entende sa propre respiration.
Puis le téléphone sonna. Le numéro appartenait à la pharmacie. Antoine répondit doucement, en s'avançant dans le couloir pour ne pas réveiller Léa. La pharmacienne avait l'air désolée avant même d'avoir fini de prononcer son nom. Le traitement de fond dont Léa avait besoin avait été reclassé dans leur mutuelle. Sans couverture active liée à un emploi, le prix changerait dès le lendemain. Combien ? Demanda Antoine. Il y eut un silence. 460 € pour un mois. Antoine se retourna vers la porte ouverte et regarda sa fille endormie, sa couverture se soulevant et s'abaissant à chaque respiration fragile. Il remercia la pharmacienne parce qu'on lui avait appris à remercier même quand la nouvelle était cruelle. Puis il raccrocha et resta seul dans le couloir sombre, tenant un téléphone qui semblait soudain plus lourd que n'importe quelle boîte à outils qu'il avait jamais portée. En fin d'après-midi, la pluie avait glissé vers l'est, laissant la ville lavée d'une lumière argentée pâle. Mais au 42e étage de Quartier et Valois Technologies, tout restait froid. Élise Beaumont se tenait derrière la paroi de verre de son bureau d'angle, regardant les employés traverser la place en bas comme de petites pièces sombres sur un échiquier qu'elle avait passé des années à apprendre à contrôler. Son reflet la regardait depuis la vitre, composé, élégant, intact. C'était ce que les gens voyaient en elle. La femme qui n'hésitait jamais. La directrice générale capable de supprimer un service avant le déjeuner et de négocier un contrat de 40 millions d'euros avant le dîner. La fille d'un foyer brisé qui avait décidé depuis longtemps que la douceur n'était qu'un autre mot pour se faire abandonner. Olivier Marchand entra sans frapper, un dossier noir à la main et un sourire qui n'avait l'air respectueux que de loin. « Les ressources humaines ont traité le dossier Lefebvre, dit-il. Sortie propre, aucun incident. » Élise ne se retourna pas. « Bien. Tu as pris la bonne décision. » Elle regarda la rue où un bus de ville siffla en s'arrêtant au trottoir. « Vraiment ?» Olivier marqua une pause juste assez longue pour faire semblant d'être surpris par la question. « Élise, il était en retard. Encore. Les gens regardent ce que tu tolères. » Il a dit que sa fille n'arrivait plus à respirer. Les gens disent beaucoup de choses quand les conséquences arrivent. La phrase aurait dû clore l'affaire. Dans une autre version de cette journée, peut-être. Mais Élise voyait encore Antoine Lefebvre debout dans le hall, trempé par l'orage, le sachet de pharmacie à la main, sa voix assez stable pour porter la douleur sans la laisser déborder. « J'espère que vous n'aurez jamais à choisir entre une horloge et quelqu'un que vous aimez. » Les mots l'avaient désuivi dans l'ascenseur. Il s'était assis à côté d'elle pendant 2 réunions. Il l'avait attendue dans chaque silence. Elle revint à son bureau et ouvrit le rapport qu'Olivier avait préparé. Heure d'arrivée, 8h17. Avertissement antérieur noté. Motif de licenciement, retard répété. C'était net, efficace, propre, trop propre. Élise tapa d'un doigt sur la page. Il y avait des images de caméra ? Le sourire d'Olivier ne bougea pas, mais quelque chose se resserra derrière ses yeux. Rien de pertinent. Il est arrivé en retard. C'est tout ce dont on a besoin. Envoie-le quand même. Bien sûr. Mais il ne sortit pas son téléphone. À la place, il posa le dossier noir sur son bureau. Avant qu'on se disperse, il y a un sujet plus important. Le contrat avec Système Méridien a besoin de ta signature ce soir. Élise ouvrit le dossier. Les chiffres inclus à l'intérieur étaient énormes. Le genre de chiffres qui rendait là les membres du conseil indulgent et les journalistes dociles. Je croyais que le service juridique examinait ça jusqu'à vendredi. C'était le cas. Méridiens a avancé l'échéance. Si on ne signe pas avant minuit, ils partent. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt ? Olivier laissa échapper un petit rire. Parce que j'essayais de résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent talent sur ton bureau. C'est pour ça que tu me paies. Le compliment était enveloppé de pression. Élise le reconnut. Elle avait utilisé la même technique une centaine de fois. Pourtant, l'entreprise traversait un trimestre fragile, et l'hésitation avait un prix. Elle retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « Laisse-le, je le relirai de chez moi. Ton chauffeur est en bas. Annule-le. » Olivier cligna des yeux.
Les routes sont encore glissantes. Je peux conduire moi-même 10 kilomètres, Olivier. Son expression s'adoucit en quelque chose de presque fraternel. Tu as eu une longue journée. Exactement. Elle referma le dossier. J'ai besoin de calme. Quelques minutes plus tard, il sortit dans le couloir et sortit son téléphone. Sa voix baissa, agréable, prudente. Elle part seule. Oui. La route départementale 5, si elle suit ses habitudes. Fais en sorte que la sécurité croie que le chauffeur l'a prise. À l'intérieur du bureau, Élise rassembla son manteau et son sac d'ordinateur, sans savoir que les décisions les plus dangereuses s'annoncent rarement à grands cris. Parfois elles ressemblent à de la commodité. Parfois elles portent le visage d'une personne de confiance. Parfois elles commencent par un chauffeur annulé, une route mouillée, et une femme assez puissante pour licencier un homme avant le petit déjeuner, mais pas encore assez sage pour comprendre pourquoi son silence avait troublé son âme. Élise quitta le parking de Cartier et Valois à 19h46 ce soir-là. Sa berline noire glissa le long de la rampe vers une ville encore brillante de pluie. Le pare-brise reflétait les feux de freinage rouge et les lampadaires blancs. Chacun s'étirait sur le verre comme un avertissement qu'elle ne savait pas encore lire. Sur le siège passager, le dossier de système méridien reposait sous son sac d'ordinateur, épais de chiffres, de clauses, et de cette urgence qu'Olivier Marchand savait si bien fabriquer. Elle se dit qu'elle le relirait chez elle avec une tisane à la camomille, et du silence. Elle se dit que licencier Antoine Lefebvre avait été nécessaire. Elle se dit qu'une entreprise ne pouvait pas fonctionner sur des exceptions. Mais 10 minutes plus tard, alors que la ville s'éclaircissait en entrepôts et en longues routes de service, sa voix revint, calme comme une main posée sur une porte fermée. J'espère que vous n'aurez jamais à choisir entre une horloge et quelqu'un que vous aimez. Élise serra plus fort le volant. Assez, murmura-t-elle, bien qu'il n'y eût personne dans la voiture pour l'entendre. Son téléphone vibra dans le porte-gobelet. Olivier. Elle le laissa sonner une fois, puis répondit en haut-parleur. Je conduis. Juste pour confirmer que tu as le dossier, dit-il. Oui. Les membres du conseil sont nerveux. Méridien veut de la certitude. Ils l'auront quand j'aurai lu chaque page. Un silence. Bien sûr. Sa voix restait lisse, mais quelque chose dedans appuyait trop fort. Ne tarde juste pas trop. L'appel se termina. Devant, la route départementale 5 s'incurvait au-delà du dernier groupe de stations-service, le long d'un tronçon sombre de route de campagne bordé de peupliers et de fossés de drainage. Élise remarquait rarement à quel point cet endroit devenait désert la nuit. En plein jour, ce n'était qu'un raccourci. Dans l'obscurité, on avait l'impression d'être au bord d'un endroit oublié. Le premier avertissement fut un scintillement sur le tableau de bord, puis un bip, puis le volant se raidit entre ses mains. Non, non, non. La berline frémit, roula encore une cinquantaine de mètres et s'arrêta sur un bas-côté étroit et glissant d'eau de pluie. Élise appuya sur le bouton de démarrage. Rien. Elle réessaya. Un faible clic répondit. Ses phares s'affaiblirent jusqu'à une lueur jaune fatiguée. Un instant, elle resta parfaitement immobile, écoutant le sifflement doux des pneus de voiture lointaine et la pluie qui gouttait des branches au-dessus d'elle. Puis les verrous cliquetèrent bizarrement, et la vitre côté conducteur s'abaissa d'1 centimètre avant de se figer, laissant l'air froid glisser sur son visage. Elle attrapa son téléphone. 4% de batterie, aucun réseau. Elle le leva vers le pare-brise, vers la vitre, vers le toit, comme si la dignité pouvait tirer un signal du ciel. Rien. Une paire de phares apparut derrière elle, ralentit, puis contourna. Le conducteur regarda une fois, vit la voiture chère, vit la femme en manteau sur mesure debout à côté, et continua. Un autre véhicule passa 5 minutes plus tard, puis une camionnette de livraison, puis une pick-up au pot d'échappement fêlé. Chacun ralentissait juste assez pour l'envisager, puis disparaissait dans le noir mouillé. Élise Beaumont, qui avait passé sa vie d'adulte à être rappelée en moins de 3 sonneries, se tenait au bord d'une route de campagne, de la boue touchant le bord de ses talons, et personne ne venait. Elle rappela Olivier.
Le téléphone sonna 2 fois, puis coupa. Elle appela l'assistance routière. La voix automatisée commença poliment, puis mourut avec l'écran. Noir. Pour la première fois de la journée, il n'y avait plus d'assistante, plus d'équipe de sécurité, plus d'étage exécutif, plus de table polie entre elle et le monde. Il n'y avait qu'une femme en panne, une voiture morte, et une nuit assez vaste pour faire paraître le pouvoir tout petit. Elle resserra son manteau tandis que le vent passait entre les peupliers. Au loin, un moteur s'approcha lentement, plus vieux, plus rugueux, régulier de la façon dont les vieilles machines sont régulières quand quelqu'un les a assez aimées pour les maintenir en vie. 2 phares contournèrent le virage et s'arrêtèrent derrière sa berline. Élise recula, une main agrippant son téléphone inutile. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit, une lampe de poche dans une main et une veste de travail pliée dans l'autre. La pluie brillait sur ses cheveux. Ses bottes touchèrent la route sans précipitation. Et quand le faisceau se leva juste assez pour qu'elle voie son visage, Élise oublia le froid. Antoine Lefebvre se tenait devant elle, l'homme qu'elle avait licencié ce matin-là, et il n'avait l'air ni en colère, ni triomphant, ni même surpris. Il la regarda simplement à travers la brume et demanda « Vous êtes blessé ?» Pendant une longue seconde, Élise ne put lui répondre. La question était trop simple, trop imméritée, trop humaine après la façon dont elle lui avait parlé sous les lumières vives du hall. Antoine se tenait à quelques mètres, la pluie ponctuant les épaules de sa chemise en flanelle, sa vieille veste pliée sur un bras comme une offrande qu'il n'avait aucune raison de faire. La lampe de poche dans sa main pointait vers le bas, pas vers son visage, pas vers son embarras, seulement vers le bitume mouillé entre eux. « Vous êtes blessé ?» répéta-t-il, plus doucement cette fois. Élise secoua la tête. « Non, je ne crois pas. » Sa voix lui parut étrangère, plus petite que dans les salles de conseil, dépouillée de la certitude que les gens la payaient pour posséder. « Ma voiture est en panne. Mon téléphone est mort. J'ai essayé d'appeler. » Elle s'arrêta, parce que s'expliquer devant Antoine Lefebvre lui semblait presque insultant maintenant. Il regarda la berline, puis la route vide derrière. « Depuis combien de temps êtes-vous là ? » « Peut-être 20 minutes ? » « Trop longtemps par ce temps. » Il s'approcha et lui tendit la veste. « Mettez ça. » Elle la regarda. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais. Après ce que j'ai fait ce matin, vous auriez dû continuer votre route. » L'expression d'Antoine ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux s'installa, profond et tranquille. « Ma fille regarde le genre d'homme que je deviens, même quand elle n'est pas avec moi. » Les mots traversèrent l'air froid sans aucune colère attachée, et cela les rendait plus durs à supporter. Élise prit la veste. Elle était chaude de sa camionnette, sentant faiblement la pluie, l'huile moteur et le savon de lessive. Elle la passa autour de ses épaules, et pour la première fois de la soirée, ses mains cessèrent de trembler. Antoine marcha jusqu'à l'avant de sa berline et souleva le capot. De la vapeur s'éleva en un mince souffle blanc. Il posa la lampe de poche contre le cadre et se pencha, prudent, méthodique, de la façon dont un homme travaille quand la panique n'a aucune autorité sur lui. Élise se tenait à côté de la voiture, tenant la veste fermée. « Vous vous y connaissez en moteur ?» demanda-t-elle, puis regretta aussitôt l'arrogance qui se cachait dans la question. Antoine ne sembla pas offensé. « Je connais les choses cassées. » Il vérifia les bornes de la batterie. Il testa la boîte à fusibles avec un petit outil sorti de sa boîte à gants. Il suivit le câblage avec 2 doigts, s'arrêtant de temps en temps quand des phares de passage les baignèrent de lumière avant de disparaître. Sa vieille camionnette tournait au ralenti derrière eux, le chauffage allumé, la portière passager ouverte, projetant une douce lueur jaune sur la route. À l'intérieur, Élise pouvait voir un siège auto pour enfants, une couverture violette pliée, une bouteille d'eau en plastique et une pile de devoirs d'école tenue par un élastique. Sur le tableau de bord, une petite étoile en papier était collée près des aérations. Léa y avait écrit au feutre irrégulier « Sois courageux, papa ». Élise détourna les yeux. Elle avait licencié un homme dont le monde entier roulait à côté de lui dans cette camionnette. « Monsieur Lefebvre », dit-elle doucement. « Antoine,
corrigea-t-il, sans dureté, juste avec vérité. Antoine. Le prénom sonnait différemment maintenant qu'il n'était plus sous son autorité. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Il regarda par-dessus le capot. Parce que vous étiez en panne. C'est tout. C'est suffisant. Pas de leçon, pas de vengeance, pas de sermon déguisé en gentillesse. Juste assez. Puis sa main s'arrêta près du faisceau de câbles inférieurs. Son visage changea, à peine. Mais Élise le vit. Le calme resta, mais la douceur partit. Qu'est-ce qu'il y a? Il prit la lampe de poche et inclina le faisceau plus profondément dans le compartiment moteur. Ça n'a pas lâché tout seul. Que voulez-vous dire? Antoine montra du doigt en gardant la voix basse. Vous voyez cette ligne? Coupure nette, pas effilochée, pas fondue, pas usée. Quelqu'un a ouvert ça et l'a coupé exprès. La gorge d'Élise se serra. La route sembla s'assombrir autour d'eux. Vous en êtes sûr? Il la regarda alors, et il n'y avait aucune fierté dans sa réponse, seulement de l'expérience. Avant la maintenance, avant tout ça, j'ai passé 8 ans à concevoir des diagnostics de sécurité pour des flottes de véhicules. Je sais faire la différence entre une panne et un sabotage. Une voiture passa, projetant de l'eau le long du bas-côté, et Élise sursauta quand la brume froide toucha ses jambes. Antoine referma le capot doucement, comme s'il refusait même maintenant d'ajouter de la force inutile à la nuit. Vous ne pouvez pas conduire ça, dit-il, et vous ne devriez pas rester ici. Élise regarda la berline morte, la route vide, le téléphone silencieux dans sa main. Pour la première fois, la peur n'était plus quelque chose qui arrivait aux autres, en bas de la fenêtre de son bureau. Elle se tenait à côté d'elle sous la pluie. Antoine ouvrit la portière passager de sa camionnette. Il y a un café à 2 kilomètres. C'est chaud, et ils ont encore un téléphone fixe. Élise hésita au bord de la camionnette, avala sa fierté et monta. Quand Antoine ferma la portière, ses yeux retombèrent sur l'étoile en papier collée au tableau de bord. Sois courageux, papa. Et quelque part en elle, sous tout le vernis, le pouvoir et le contrôle, quelque chose de honteux commença à s'éveiller. La camionnette roula dans le noir mouillé, le chauffage ronronnant bas, et les essuie-glaces battant un rythme fatigué sur le pare-brise. Élise était assise avec la veste d'Antoine autour des épaules, les mains croisées serrées sur ses genoux, ne disant rien parce que chaque phrase qui lui venait paraissait trop petite. L'habitacle sentait faiblement le café, les crayons de couleur et l'huile de machine. Un dessin d'enfant était glissé au-dessus du pare-soleil, représentant une silhouette bâton aux cheveux bruns, une boîte à outils et une cape faite de gribouillis jaunes. En dessous, Léa avait écrit « Mon papa répare les choses cassées, et les gens aussi. » Élise le lut une fois, puis une seconde, et sentit les mots se déposer quelque part, où elle n'avait laissé rien de doux s'installer depuis des années. 2 kilomètres plus loin sur la route de campagne, une enseigne au néon rouge clignota à travers la brume. Le relais des peupliers. Antoine se gara près de l'entrée latérale, sous la lumière de sécurité qui bourdonnait. L'endroit était petit, le genre de café de bord de route que les gens passent sans remarquer jusqu'à ce que la vie les humilie assez pour avoir besoin de lumière, de café et d'une voix humaine. À l'intérieur, l'air était chaud de l'odeur d'oignons grillés, de banquettes en vinyle usées et de tartes fraîches qui refroidissèrent derrière le comptoir. Une femme aux cheveux gris, en tablier vert, releva la tête de ses menus essuyés, et son visage fatigué s'illumina dès qu'elle vit Antoine. « Seigneur, Antoine Lefebvre, on dirait que l'orage t'a suivi. » Antoine lui adressa un faible sourire. « Bonsoir, Hélène. » Hélène Bertrand jeta un coup d'œil à Élise, puis à la veste trop grande autour de ses épaules, et comprit assez pour ne pas poser la mauvaise question. C'est souvent cela la bonté, savoir quand le silence a plus de grâce que la curiosité. « Asseyez-vous où vous voulez. Un café ?»« Pour elle, dit Antoine. « Décaféiné s'il y en a. Et est-ce que je peux utiliser le téléphone fixe ?»« Chérie, tu peux utiliser tout le bâtiment si tu en as besoin. » Élise se glissa dans une banquette près de la fenêtre tandis qu'Antoine se dirigeait vers le téléphone du comptoir. La pluie coulait sur le verre à côté d'elle en ligne d'argent tordu. Elle le regarda composer, parler doucement, attendre,
puis composer à nouveau. Il essayait d'atteindre l'assistance routière pour elle avant d'appeler qui que ce soit pour lui-même. Bien sûr qu'il le faisait. Hélène apporta le café et le posa avec 2 sachets de sucre. Vous avez de la chance qu'il vous ait trouvé, dit-elle. Élise regarda la tasse plutôt que la femme. Je commence à le comprendre. Hélène l'étudia un instant. La plupart des gens ne comprennent pas Antoine du premier coup. Les doigts d'Élise se resserrèrent autour de la tasse chaude. Vous le connaissez bien. Tous les gens décents de ce coin-là, oui. Hélène s'appuya d'une main sur la banquette, sans bavarder, sans jouer un rôle, juste en disant la vérité avec l'autorité calme de quelqu'un qui a assez vu de gens pour savoir la différence entre le bruit et le caractère. Il a réparé mon congélateur l'hiver dernier quand il est tombé en panne en pleine heure de pointe du petit déjeuner. Il n'a pas voulu d'un sou. Il a dit que Léa aimait mes crêpes aux myrtilles. Alors on était quitte. Élise avala. Il fait souvent ça? Hélène sourit tristement. Trop souvent pour un homme qui n'a pas grand-chose à donner. Antoine revint avant qu'Élise puisse répondre, en rapportant le combiné à son support. La dépanneuse dit 45 minutes, peut-être 1 heure. La gendarmerie va envoyer quelqu'un vérifier le bas-côté pour que votre voiture ne reste pas aveugle sous la pluie. Merci, dit Élise, et les mots sonnèrent désespérément insuffisants. Il s'assit en face d'elle, en laissant de l'espace, en laissant de la dignité, en lui laissant le choix de parler ou non. Pendant un moment, seul le café fit du bruit. Le réfrigérateur qui bourdonnait, une cuillère qui tintrait dans la cuisine, des pneus qui sifflaient dehors sur le bitume mouillé. Puis Élise dit « Ce matin, pourquoi ne m'avez-vous pas tout dit ?» Antoine regarda ses mains. « J'ai essayé de vous en dire assez. » « Non. Vous avez dit que votre fille n'arrivait plus à respirer. J'ai choisi de ne pas l'entendre. » Il ne la sauva pas de cette vérité. Il la laissa simplement s'installer entre eux. Enfin, il dit « Léa a eu une crise d'asthme avant le lever du soleil. Je l'ai emmenée à la clinique. J'ai récupéré son inhalateur. Puis, quand je suis arrivé au portail de l'entreprise, Monsieur Benoît était tombé près du trottoir. Je me suis arrêté jusqu'à ce que les secours arrivent. » Élise ferma les yeux une brève seconde. « Et je vous ai licencié pour 17 minutes de retard. Vous avez pris la décision avec ce que vous aviez. » « Non, dit-elle, sa voix se brisant sur le bord sans s'effondrer. Je l'ai prise avec ce que je voulais croire. » Antoine regarda par la fenêtre, où la pluie adoucissait le monde entier en reflets. « Les gens qui dirigent se fatiguent. Parfois les gens fatigués confondent la vitesse avec la vérité. » Avant qu'Élise puisse répondre, son téléphone, maintenant branché sur un vieux chargeur qu'Hélène avait trouvé sous le comptoir, s'alluma sur la table. Un message de son assistante apparut sur l'écran. Olivier a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Il dit que vous êtes injoignable et émotionnellement compromise. Il demande une autorité temporaire pour signer Méridien ce soir. Élise fixa les mots jusqu'à ce que le café semble basculer autour d'elle. Antoine lut son visage, pas l'écran. Que s'est-il passé? Elle tourna le téléphone vers lui. Pour la première fois de la soirée, la honte dans ses yeux se changea en peur. La mâchoire d'Antoine se serra, tranquille et contrôlée. Alors ce n'était jamais seulement à propos de votre voiture? Élise se leva si vite que le café trembla dans sa tasse. Pour une femme qui avait commandé des salles pleines d'investisseurs sans cligner des yeux, elle avait soudain l'air de quelqu'un qui regarde le sol disparaître sous ses propres chaussures polies. Antoine ne la pressa pas. Il prit simplement ses clés, laissa 3 € sous sa tasse intacte et fit un signe de tête vers la porte. « Il faut vous ramener avant qu'il n'obtienne des signatures. » Hélène Bertrand sortit de derrière le comptoir avec un sac en papier brun dans une main et un regard qui disait qu'elle avait assez vécu pour reconnaître le trouble quand il portait un costume. « Emportez des muffins pour la route, » dit-elle. « Et Antoine ? Appelle-moi quand tu auras réglé le médicament de ta petite. » Élise se tourna vers lui. « Le médicament ?» Le visage d'Antoine se crispa légèrement, non de honte, mais de ce malaise privé d'un homme dont les fardeaux venaient d'être nommés à voix haute. «
L'ordonnance de Léa a changé. On va se débrouiller. Hélène lui lança le genre de regard que seules les femmes plus âgées des cafés savent donner, assez doux pour réconforter, et assez aigu pour dire la vérité. Tu dis toujours ça. Dehors, la brume était revenue, fine et froide sous la lumière du parking. Antoine ouvrit la portière passager pour Élise, puis monta au volant. La camionnette s'éloigna du relais des peupliers et se dirigea vers la ville, son vieux moteur les portant à travers des routes noires et mouillées, et le long silence entre les révélations. Élise tenait le téléphone à deux mains, regardant d'autres messages apparaître. Membre du conseil rejoignant l'appel d'urgence. Olivier demandant une autorité temporaire. Conseil juridique en attente. Échéance, méridiens avancés. Chaque message ressemblait moins à des affaires, et plus à un filet qu'on resserrait. Il a tout planifié, dit-elle. La voiture, le chauffeur, le timing. Antoine gardait les yeux sur la route. On dirait. Et je l'ai aidé en licenciant la seule personne qui avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Vous avez licencié un responsable de la maintenance. Non, dit-elle doucement. J'ai licencié un père. Antoine ne répondit pas, et son silence n'était pas une accusation. C'était pire. C'était de la grâce. Ils atteignirent de Camnor le campus de l'entreprise à 21h38. Le portail principal était fermé, mais le poste de sécurité était allumé. Un jeune gardien qu'Antoine connaissait, Maxime Roux, sortit avec la surprise écrite sur le visage. Monsieur Lefebvre ? Je croyais. Ses yeux allèrent vers Élise, puis s'écarquillèrent. Madame Beaumont, on a dit que vous étiez avec votre chauffeur. Élise se pencha en avant. Qui a dit ça ? Maxime hésita. Le bureau de monsieur Marchand. Antoine jeta un coup d'œil vers les caméras au-dessus du portail. Maxime, tu peux ouvrir l'accès de service ? Je ne suis pas censé le faire sans autorisation. La voix d'Élise revint, plus froide maintenant, mais claire. Je suis l'autorisation. Le portail bourdonna et s'ouvrit. Antoine conduisit jusqu'à l'entrée de livraison arrière, où le bâtiment ressemblait moins à une tour de pouvoir et plus à n'importe quelle autre machine. Des aérations qui ronronnaient, des tuyaux qui suintaient, des endroits où les visiteurs ne regardèrent jamais. Il connaissait ce côté de quartier et valois mieux que n'importe quelle entrée d'exécutif. Il savait quelle porte coinçait par temps froid. Il savait quelle caméra avait 3 secondes de retard. Il savait quel tableau n'avait jamais été modernisé parce que personne ne voulait dépenser d'argent pour les parties d'un bâtiment que seuls les ouvriers voyaient. À l'intérieur, le couloir de service sentait la poussière, les imperméables et la chaleur électrique. Élise le suivit devant des locaux de stockage et des tableaux électriques, tenant le dossier méridien contre sa poitrine, comme la preuve de sa propre cécité. « Vous pouvez accéder aux journaux de sécurité ?» demanda-t-elle. Antoine s'arrêta devant une armoire grise près de l'ascenseur de marchandises. « Pas à tout, mais assez pour voir qui a touché à quoi. »« C'est légal ? » ?»« Vous êtes la directrice générale. » Il la regarda. « Pour l'instant. » Cela porta. Elle hocha une fois la tête. Antoine sortit un petit tournevis de sa poche et ouvrit le panneau de service d'une main sûre. Sans précipitation. Sans dramatique. Juste compétent d'une façon qui fit se demander à Élise combien de gens tranquilles dans son entreprise avaient des dons qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Un moniteur s'alluma dans la salle de maintenance. Antoine se connecta avec ses anciens identifiants. Pendant une seconde terrible, l'écran le rejeta. Puis Maxime, debout dans l'embrasure, avala difficilement et dit « Essayez l'accès de secours, ils oubliant de les supprimer. » Antoine retapa. Le système s'ouvrit. Journaux de caméra. Heure de sortie des véhicules. Annulation du chauffeur. Attribution d'itinéraire. Entrée au garage de service. Modification de fichier. Tout était là, ligne après ligne. Une piste cachée laissée par un homme trop confiant pour craindre les gens au-dessous de lui. Antoine cliqua sur les archives du hall de ce matin-là. Le flux original apparut. Élise se regarda le licencié dans le hall vitré.
Puis Antoine remonta plus loin. Le portail d'entrée apparut. La pluie, les phares, le vieux monsieur Benoît glissant près du trottoir. La camionnette d'Antoine s'arrêtant. Antoine courant sous la pluie, soulevant soigneusement le vieux gardien jusqu'au banc, l'enveloppant dans sa veste, appelant à l'aide et attendant. 17 minutes de miséricorde effacées du rapport. Élise porta la main à sa bouche. Antoine ne la regarda pas. Il ouvrit un autre fichier. Sa berline dans le garage exécutif. Une silhouette entrant après les heures. Olivier Marchand, le col relevé, se penchant près de l'avant du véhicule. Pas de violence, pas de drame. Juste un homme de confiance faisant une petite coupure nette qui aurait pu la laisser en panne assez longtemps pour voler une entreprise. Les yeux d'Élise se durcirent, mais sa voix resta basse. Vous pouvez tout sauvegarder ? Antoine inséra une simple clé USB de son porte-clés. C'est déjà en cours. À ce moment-là, son téléphone sonna. Le nom d'Olivier remplit l'écran. La réunion du conseil avait commencé sans elle. Élise regarda Antoine, puis les preuves qui se chargeaient silencieusement sur la clé. Pour la première fois de la journée, elle ne se sentit pas seule. « Mets-le en haut-parleur !» dit Antoine. Et dans la petite salle de maintenance derrière la tour, elle pensa que l'homme qu'elle avait licencié était devenu la seule personne debout entre elle et la perte de tout. Élise répondit en haut-parleur, et la voix d'Olivier remplit la petite pièce de la confiance d'un homme qui croyait que les portes s'étaient déjà refermées derrière lui. « Élise, Dieu merci. Le conseil attend. On était inquiets. » Elle se tenait à côté d'Antoine, la pluie séchant encore au bas de son manteau. La lueur du moniteur peignait son visage de bleu et de blanc. Assez inquiet pour dire à la sécurité que j'étais avec un chauffeur que j'avais annulé. Un silence suivit, court mais révélateur. Il doit y avoir eu un malentendu. Antoine gardait les yeux sur la barre de progression tandis que les fichiers se copiaient sur la clé USB. Maxime Roux se tenait près de la porte, les mains jointes devant lui, l'air d'un jeune homme réalisant que son travail tranquille l'avait placé au cœur d'un tournant. Olivier s'éclaircit la gorge. « Écoute, on pourra régler la question du transport plus tard. Méridien est en ligne. Le conseil a besoin d'une autorité pour avancer. » Élise regarda l'écran où l'image d'Olivier dans le garage exécutif restait figée, son corps penché près de l'avant de sa berline. « Je serai là dans 3 minutes. Et là dans... » « Ce n'est peut-être pas sage. Tu as l'air bouleversé. » Sa voix devint très calme. « Non, Olivier. J'ai l'air réveillé. » Elle raccrocha. Antoine retira la clé USB, la lui tendit, et ne dit rien. C'est ce qui la frappa le plus. Il ne lui dit pas ce qu'elle lui devait. Il ne redemanda pas son poste. Il n'avait même pas l'air satisfait. Il avait l'air d'un homme qui avait trouvé une fuite dangereuse dans un mur et voulait la colmater avant que toute la maison soit inondée. Ils prirent l'ascenseur de marchandises en silence. 4e, 19e, 27e étage. Élise regarda leurs reflets dans les portes de métal terne, la directrice générale dans un manteau marqué par la pluie et le père célibataire licencié à côté d'elle en bottes de travail, tenant une étoile en papier d'enfant dans sa poche, comme une prière privée. Quand les portes s'ouvrirent au 42e, l'aube avait commencé à pâlir les fenêtres. Au bout du couloir, la salle de conférence exécutive était pleine. Des membres du conseil étaient assis autour de la longue table, certains en personne, d'autres lumineux sur des écrans le long du mur. Le conseil juridique avait l'air épuisé. Olivier se tenait près de la tête de table avec le dossier Méridien ouvert devant lui. Quand Élise entra avec Antoine à ses côtés, les conversations s'arrêtèrent une à une. Olivier sourit comme s'il sauvait la pièce de l'inconfort. « Élise, on discutait justement de la continuité temporaire. » Ses yeux allèrent vers Antoine. « Et je vois que tu as amené l'ancien agent de maintenance. » Quelques membres du conseil baissèrent les yeux. Un autre se tortilla sur sa chaise. Antoine ne bougea pas. Élise marcha jusqu'à la tête de table, mais elle ne s'assit pas. Personne ne signe Méridien. Olivier leva les 2 mains doucement. Avec tout le respect, tu étais injoignable depuis des heures. Ta voiture a été abandonnée sur la route départementale 5,
Et maintenant tu arrives avec un employé que tu as licencié ce matin. Le conseil a le devoir de se demander si tu prends des décisions claires. Élise posa la clé USB sur la table. Le petit bruit de plastique qu'elle fit était presque rien, et pourtant tout le monde l'entendit. Alors clarifions les choses. Elle fit un signe au conseil juridique. Mettez ça sur l'écran principal. Le sourire d'Olivier s'amincit. Qu'est-ce que c'est? Antoine répondit pour la première fois, d'une voix calme et égale. La partie que vous avez oublié d'effacer. La température de la pièce changea. L'écran clignota, puis montra les images du hall de ce matin-là. Élise licenciant Antoine, les employés qui regardaient, Olivier qui murmurait. Puis la main d'Antoine se leva légèrement. Remontez à 7h58. Le service juridique le fit. Le hall disparut, remplacé par le portail d'entrée sous une pluie battante. Le vieux monsieur Benoît apparut, glissant près du trottoir. La camionnette d'Antoine s'arrêta. Antoine courut sous la pluie, souleva soigneusement le vieux gardien jusqu'au banc, l'enveloppa dans sa veste, appela à l'aide et attendit. Personne ne parla. Pas une seule personne. 17 minutes effacées défilèrent en silence, tandis que le conseil regardait la miséricorde devenir une preuve. Le visage d'Élise se crispa, mais elle ne détourna pas les yeux. Puis Antoine dit « Maintenant le garage. 18h21 hier soir. » L'écran changea. Olivier entra dans le garage exécutif. Il regarda autour de lui. Il ouvrit le panneau avant sous la berline d'Élise. Il travailla moins d'1 minute. Il s'éloigna. Pas de musique dramatique, pas de cris. Juste la vérité, nue et insupportable. Olivier rit une fois, mais le rire sortit sec. C'est absurde, ça ne prouve aucune intention. Antoine posa une page de diagnostic imprimée sur la table. La coupure correspondait exactement au point de défaillance que j'ai trouvé sur la route départementale 5. Net, délibéré, et synchronisé avec le journal d'annulation du chauffeur provenant de votre bureau. Élise ajouta « Et la demande de réunion d'urgence du conseil a été rédigée 20 minutes avant que ma voiture ne tombe en panne. » Le conseil juridique regarda Olivier, puis l'écran, puis ferma lentement le dossier méridien. La mâchoire d'Olivier se contracta. « Vous lui faites plus confiance qu'à moi ?» Élise se tourna vers la salle. Sa voix ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. Ce matin, j'ai jugé cet homme sur 17 minutes et j'ai ignoré la miséricorde qui les a remplis. Ce soir, il s'est arrêté quand tout le monde est passé. Il a protégé cette entreprise après que je lui ai retiré son badge. Elle regarda Antoine alors, et l'excuse dans ses yeux arriva avant les mots. J'avais tort. Personne ne bougea. Les écrans brillaient. La ville s'éclairait derrière les vitres. Et dans la même tour où Antoine Lefebvre avait été licencié comme un homme remplaçable, chaque personne puissante de la pièce resta en silence stupéfait, tandis que la dignité d'un père tranquille disait la vérité plus fort que n'importe quel titre n'avait jamais pu le faire. Le silence ne se brisa pas d'un seul coup. Il se détendit lentement, comme de la glace qui cède sous la première chaleur honnête du matin. Un membre du conseil retira ses lunettes. Un autre regarda la table comme si le bois poli pouvait cacher sa honte. Le conseil juridique se leva et demanda calmement à la sécurité d'escorter Olivier Marchand hors du bâtiment pendant que les preuves étaient préservées pour les autorités. Olivier essaya de parler, mais pour la première fois dans cette pièce, sa voix n'avait nulle part où atterrir. Le pouvoir qu'il avait emprunté à la peur et à la vitesse avait disparu. Il ne restait qu'un homme entouré par la vérité. Élise le regarda partir, puis se tourna vers Antoine. Toute la salle de conférence attendait le prochain ordre, la prochaine signature, la prochaine décision d'exécutif. Mais Élise n'atteignit pas le dossier méridien. Elle contourna la table jusqu'à se trouver face à l'homme qu'elle avait renvoyé dans le hall quelques heures plus tôt. « Antoine », dit-elle, et l'usage de son prénom portait plus de respect que n'importe quel titre qu'elle aurait pu lui donner. « Je vous dois des excuses publiques. » Antoine secoua légèrement la tête. « Vous n'avez pas à jouer le regret pour eux. »« Non, dit-elle, mais je dois réparer ce que j'ai brisé devant eux. »
À 8h30, toute l'entreprise avait été appelée dans le hall vitré. Le même sol de marbre, les mêmes ascenseurs, les mêmes portiques de sécurité où les gens avaient regardé un père fatigué perdre son emploi pour un retard. Antoine se tenait sur le côté, mal à l'aise sous la tension, les mains dans les poches de sa veste, son vieux sac isotherme posé près de ses bottes. Élise se tenait au centre sans pupitre, sans note polie, sans Olivier murmurant à son oreille. « Ce matin, commença-t-elle, j'ai pris une décision qui était rapide, publique et fausse. J'ai jugé un employé sur 17 minutes et j'ai omis de demander ce que ces minutes contenaient. » Les employés jetèrent des regards vers Antoine. Monsieur Benoît, le gardien de nuit, était assis près de l'avant avec un bandage au poignet et des larmes qui brillaient dans ses yeux. Élise continua. Ces minutes contenaient de la miséricorde. Elles contenaient un père qui s'occupait de sa fille malade. Elles contenaient un homme qui s'arrêtait sous la pluie pour aider quelqu'un que cette entreprise aurait dû protéger. Sa voix trembla, mais elle ne s'y cacha pas. Antoine Lefebvre n'a pas failli à nos valeurs. C'est moi qui ai failli. Le hall devint immobile. Pas le silence cruel du matin, un silence différent, une sorte de silence sacré, celui qui naît quand l'orgueil s'efface et que la vérité a enfin de la place pour se tenir debout. Puis les portes tournantes s'ouvrirent, et Léa Lefebvre entra en tenant la main d'Hélène, enveloppée dans sa couverture jaune, les joues roses de l'air froid du matin. Antoine se tourna rapidement, la surprise adoucissant son visage. « Léa. » Hélène leva une main. « Ta voisine m'a appelé après ton départ. Elle s'est dit que quelqu'un devait amener ton miracle là où il devait être. » Léa courut vers son père et passa les 2 bras autour de sa taille. Puis elle regarda Élise avec le sérieux honnête que seuls les enfants peuvent porter. « C'est vous la dame qui a rendu papa triste ?» Un souffle discret traversa la foule. Élise s'agenouilla jusqu'à être à la hauteur de la petite fille. « Oui, dit-elle, et je suis vraiment désolée. » Léa l'étudia un moment. Papa dit que les gens peuvent réparer les choses s'ils disent la vérité. Les yeux d'Élise se remplirent. Ton papa a raison. Antoine posa une main sur l'épaule de Léa, et tout le hall regarda une sorte de force qui n'avait pas besoin de vengeance pour être complète. Plus tard dans la journée, Élise signa 3 documents. Le premier établit immédiatement la couverture santé d'Antoine et prit en charge intégralement le traitement de Léa. Le deuxième créa le fonds Léa, un programme de soutien d'urgence pour les parents isolés, les aidants et les employés confrontés à des difficultés médicales. Le troisième proposa à Antoine un nouveau poste, directeur de la sécurité et des opérations humaines, non par charité, mais parce qu'il voyait les personnes et les risques que la direction avait ignorés. Antoine n'accepta qu'à une condition. Aucun employé ne serait plus jamais sanctionné pour une urgence familiale sans une vraie conversation d'abord. 1 an plus tard, une petite plaque de laiton était accrochée près de l'entrée du hall. Elle ne mentionnait ni le profit ni le pouvoir. Elle disait simplement « Demandez ce que contiennent les minutes ». Et chaque matin, quand Antoine franchissait ses portes avec Léa à ses côtés les jours d'école, il ne marchait pas comme un homme qui avait gagné contre quelqu'un. Il marchait comme un homme qui avait gardé son âme quand perdre aurait été plus facile. C'est ça, la dignité tranquille. C'est ça, la grâce. C'est le genre de rédemption que le monde remarque souvent trop tard, mais qu'il n'oublie jamais une fois qu'il l'a enfin vue. Si cette histoire a touché votre cœur, dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place d'Antoine cette nuit-là, et si la bonté compte encore quand personne ne regarde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la vie, il y a des minutes qui semblent anodines, et qui, pourtant, révèlent tout d'un homme. 17 minutes de retard. C'est tout ce qu'on a voulu voir. Mais derrière ces 17 minutes se cachait une petite fille qui étouffait, un père qui courait sous la pluie avec un inhalateur dans la main, et un vieil homme glissé sur le trottoir à qui l'on a donné sa propre veste. On a jugé la montre. On a oublié le cœur. Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous fait la même erreur ? Combien de fois avons-nous réduit quelqu'un à son retard, à son silence, à son badge usé, sans jamais demander ce que ces minutes contenaient vraiment ?
La vraie force n'est pas de punir vite. La vraie force, c'est d'avoir le courage de s'arrêter, même quand on est trempé, même quand on a soi-même tout perdu, pour tendre la main à celui qui est en panne au bord de la route. Cette histoire nous rappelle une vérité bouleversante. La dignité ne se mesure pas au titre qu'on porte, mais à la façon dont on se comporte quand personne ne regarde. Le pouvoir peut fermer des portes. La bonté, elle, en ouvre toujours. Et parfois, la personne que l'on a humiliée le matin devient, le soir même, celle qui vous sauve de la nuit. Alors je vous pose la question, à vous qui êtes là, devant cet écran, si vous aviez été à la place de ce père, cette nuit-là, auriez-vous continué votre chemin? Ou vous seriez-vous arrêté? Est-ce que la gentillesse compte encore quand il n'y a ni caméra ni témoin? Dites-le moi en commentaire. Votre réponse compte plus que vous ne le croyez. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, abonnez-vous. Parce que chaque semaine, nous racontons des vies ordinaires qui portent en elles des leçons extraordinaires. Des histoires qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour demander ce que contiennent vraiment les minutes.